sport performant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 18e podcast déjà. Donc aujourd'hui, on avait fait un sondage Instagram pour savoir quel sujet qui vous intéresse le plus entre, vous avez laissé le choix entre l'entraînement chez les enfants ou notre série sur le bench press. Vous aviez voté le bench press. Donc aujourd'hui, on est heureux de vous présenter. Dans le fond, ça va être sur 2 épisodes. Premier épisode, ça va être dans le fond la technique du bench press en général. Puis le deuxième épisode, ça va être pareillement comme au squat, ça va être sur les sticking points. Donc les portions du mouvement qui sont un petit peu plus difficiles, un petit peu plus souvent ratées par la plupart des gens. Donc aujourd'hui, on y va un petit peu plus technique. On pense que ça va être un long podcast. Donc, si vous voulez l'écouter en 2-3 parties, tu sais, c'est libre à vous. Souvent, ça se fait bien un petit 15 minutes d'auto. On fait une petite partie du podcast. Après ça, on continue un peu plus tard. Parce que dans le fond, au squat, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait 2 vidéos. Donc, on avait vraiment fait un vidéo pour juste le setup et un vidéo pour la portion dynamique du mouvement. Mais là, on va essayer de condenser ça en un seul vidéo. Ouais, c'est ça. Donc, on a quand même beaucoup de matière à couvrir. Mais merci d'être là quand même présent aujourd'hui pour écouter nos podcasts, on apprécie beaucoup. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous êtes sur YouTube, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Si vous êtes sur n'importe quelle autre plateforme, vous pouvez screenshot votre écran puis vous le partagez dans votre story Instagram. Je sais pas pourquoi, mais quand on le dit, il y a plus de monde qui le font. Ouais. Donc c'est ça, faites ça. Puis on va se lancer tout de suite dans le gros du sujet parce que vraiment on a beaucoup de matière à couvrir. Donc, Hello, tu veux-tu commencer avec le premier? On s'est fait plusieurs points, là, fait que on va commencer un point à la fois. La plupart sont dans l'ordre, là, fait qu'on va finir évidemment avec la phase concentrique, donc la poussée. On va commencer plus avec le setup. On va pas repasser par l'approche de la barre, parce que je sais que dans le podcast au niveau pour le squat, on peut juste le répéter là, brièvement. On va le répéter brièvement, mais on va pas rentrer en détail. Si vous voulez l'écouter, c'est comment approcher une barre, c'est la même chose au bench, la même chose au squat, puis la même chose au deadlift. Mais mettons pour ceux qui n'ont pas écouté la série sur le squat. Sinon, écoutez le podcast numéro 15. Ouais, mais rapidement. Hein, dans le fond, un point qui est important, c'est toujours approcher la barre dans le sens que c'est pas parce que t'es pas en train de faire un maximum ou une série que tu vas aller à l'échec ou peu importe que tes répétitions sont pas importantes. C'est super important d'approcher ta barre de la même façon tout le temps, comme si c'était un 1 RM, comme si t'étais en compétition, peu importe. Parce que dans le fond, chaque répétition est importante, puis au final, tu sais, si t'accumules du volume, mais que le 3/4 de ce volume-là, c'est fait un peu à botch parce que tes répétitions plus légères, tu t'en fous, ben c'est sûr que ça va affecter le résultat final quand t'arrives en compétition ou que tu veux tester un max, par exemple. Fait que dans le fond, pour nous, chaque répétition est importante, puis tu sais, vous devez toujours lever la barre avec la plus grande intention possible, puis le plus grand sérieux possible aussi. C'était vraiment juste ça. C'est ça, chaque répétition compte. Ouais. Puis chaque répétition, c'est une occasion de pratiquer votre technique aussi. Donc, c'est pour ça que c'est pas à négliger. Si vous faites une répétition un petit peu nonchalamment, ben peut-être que vous allez prendre graduellement un mauvais patron moteur qui va vous nuire à long terme. Puis quand on prend un mauvais pli, un mauvais patron moteur, c'est souvent très difficile à corriger quand on a commencé ça. Donc, aussi bien prendre chaque série, chaque répétition au plus grand des sérieux. Fait que ça permet de, justement, tout le temps d'être à 100%. Sinon, on va commencer le bench. Disons qu'on approche la barre, on s'installe. Moi, généralement, je commence tout de suite par placer mes mains. Ouais, moi aussi. En powerlifting, la largeur maximale. Ça va dépendre du monde, par contre. Là. Il y en a qui vont se placer comme vraiment au niveau plus du dos en premier. Là. Ouais, mais personnellement, je place toujours mes mains en premier. C'est la première étape que je fais. Même chose pour moi. Il y a plusieurs lignes sur la barre, mais il y a 2 lignes en particulier que sont séparés par 81 cm. Généralement, faut attention, c'est pas toutes les barres que c'est ça, mais en compétition, ça va être ça. Ça va être tout le temps d'être 80. Si vous êtes pas sûr, à la limite, vous pouvez mesurer, là, parce que c'est sûr que si vous habituez, par exemple, à toujours mettre votre petit doigt sur la première ligne, puis là, vous arrivez en compétition, puis c'est pas la même distance, c'est sûr que ça peut être un petit peu mélangeant, là, mais... Exactement. Mais c'est 81 cm la largeur maximale que vous êtes alloué. Puis ça l'équivaut à sur une barre de compétition, ça l'équivaut à l'espace entre les 2 lignes. Vous devez toucher à la ligne, mais tu sais, tous vos doigts sont pas obligés d'être à l'intérieur de la ligne. Donc, il faut au moins que votre index touche la ligne, puis vos 3 autres doigts qui restent, ils peuvent dépasser la ligne sans problème. Mais il faut au moins, la règle en compétition, c'est que ça touche. C'est ça, fait que vous avez pas le droit d'être à l'extérieur des lignes. Donc, il n'y a aucun doigt touche à la ligne. C'est ouais. c'était clair. Là. Une chose importante de noter, c'est que
même si on a le droit d'avoir 81 cm entre nos deux mains, ça veut pas dire que c'est tout le temps le plus efficace pour tout le monde. Certaines personnes vont être meilleures à faire leur bench un petit peu plus rapproché, d'autres un petit peu, d'autres tout simplement vont utiliser la largeur maximale. Mais ça va varier vraiment d'une personne à l'autre. T'as la longueur de tes segments. Ça va aussi varier en fonction des forces puis les faiblesses musculaires. Par exemple, on a-tu fait un post Instagram sur... Oui, on a fait un... on a fait brièvement... Oui, on l'a fait. C'est parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tout le temps des posts qu'on est en train de faire. Ça fait tout le temps une batch d'avance. Fait que là, des fois, on est comme plus sûr si on l'a lui, on l'a fait. Pas, mais... Donc, on a parlé justement dans un de nos posts que plus les mains vont être larges, plus les pecs vont être impliqués, puis plus les mains sont rapprochées, plus ça va être le triceps. Donc, quelqu'un qui est super fort du triceps... Peut-être que d'avoir la prise la plus large possible, ce sera pas avantageux pour cette personne-là. Surtout, tu sais, parce que, mettons, il y en a aussi qui, par exemple, vont avoir des douleurs à l'épaule. Tu sais, vous voulez pas, plus t'es large, plus ça va venir solliciter, ça va venir créer du stress au niveau de l'épaule. Fait que, tu sais, c'est plein de petits points comme ça à considérer, là. C'est pas juste les forces musculaires, là. Puis, tu sais, c'est important de peut-être, dans l'année, d'essayer plusieurs prises pour voir ce que t'es à l'aise. Puis, souvent, le monde va faire un entraînement avec un type de prise, puis là tout de suite ils vont dire ah non, ça je suis pas bon comme ça, je retourne tout de suite à mon ancienne prise. Ça prend du temps avant de voir si on est efficace avec cette prise là ou pas. Mais je me souviens plus ce que je voulais dire avec ça. C'est important d'essayer plusieurs prises puis de l'essayer pendant plus qu'un entraînement. Ouais, vous êtes pas obligé non plus d'essayer toutes les prises là. Non, le but c'est pas de changer tout le temps. À un moment donné, si vous êtes à l'aise avec une certaine prise puis que vous vous sentez confortable puis que vous vous sentez fort, ben des fois ça sert à rien de changer. Tu sais, il y en a on dirait qui mettons, ils vont voir que telle personne, cette personne-là bench 400 kg, je vais essayer de me mettre comme elle. Ouais. Mais tu sais, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, c'est pas parce qu'une personne bench tant qu'il y a la technique parfaite qu'on devrait appliquer à tout le monde, tu sais, c'est pas ça. Fait que tu sais, une fois que vous avez trouvé une largeur confortable, que vous sentez fort, que vous faites des PR, c'est oui, il faut faire des ajustements si vous pensez que peut-être il pourrait avoir quelque chose à faire, mais tu sais, de manière générale, à un moment donné, quand t'es confortable, ça sert à rien de tout le temps changer, tu sais. Puis par exemple, moi je l'avais essayé à un moment donné de mettre vraiment maximal 81 cm. Puis j'étais juste pas capable de tolérer de volume comme ça. Aussitôt que je faisais du bench au moins 2 fois par semaine, j'avais mal aux épaules. Fait que moi, le fait de me rapprocher un petit peu plus, ça me permet de tolérer beaucoup plus de volume. Je suis pas nécessairement moins fort, mais le fait d'avoir plus de volume, ça me permet de pouvoir progresser plus rapidement. Tu les mets où, toi, tes mains? Je suis vraiment... Mon petit doigt touche même pas à la ligne. Moi non plus. Donc, mon petit doigt, comme, frôle, genre. C'est ça. Fait que je suis comme mettons, à 65 cm. Là. C'est quand même... J'ai pas une prise super large. Je l'avais, quand j'étais allé au championnat du monde, j'étais prise maximale. Là. Genre, au championnat du monde, t'étais tout en maximale. Mais... Super wide stance. Mais j'ai modifié ça, puis honnêtement, j'aime mieux ça comme ça. Aussi, une chose, là, on va rester au niveau des mains. C'est super important que quand vous faites votre bench press, que votre poignet reste droit. Donc, ça aussi, on a fait un post concernant ça là, sur Instagram. Là. Souvent, le monde, ils vont faire leur bench press puis ils vont casser leur poignet. Souvent, ça peut être à cause que il y a peut-être un peu de manque de force au niveau du poignet, mais c'est sûrement à cause c'est souvent que la barre est mal positionnée dans la main. Donc, c'est important de peut-être la mettre un petit peu plus basse au niveau de la main. Des fois, le monde, ils prennent leur barre vraiment quasiment au niveau des doigts, mais ça se prend vraiment... je sais pas comment le dire ça, là, parce que le monde, ils vont être visuels, là. Ils vont être auditifs en podcast. Mais ça va être vraiment plus bas dans la paume de la main. Souvent, c'est ça, les gens, c'est juste qu'ils vont aller prendre la barre carrément au milieu de leur main. Le but, c'est juste de rapprocher, si on veut, pas du pouce, mais dans le sens de baisser la barre dans la main. Exact. De toute façon, ça aussi, on a une image sur Instagram. Tu sais, je pense que si vous allez sur Bimor Bamba Performance sur Instagram, vous allez, c'est facile de repérer les images plus sujet qu'on parle, là, quand... Fait que c'est ça, vous pouvez, si vos poignets sont croches, vous pouvez essayer de baisser un petit peu la barre dans votre main. Souvent, les premières fois, ça peut être un petit peu vraiment bizarre, on se sent un petit peu désorienté, mais à long terme, ça va être efficace, non seulement pour éviter des blessures, mais aussi le fait que le poignet soit droit, ça augmente la production de force parce que ça crée pas de bras de levier.
le fait de créer un bras de levier va diminuer un petit peu la puissance qu'on peut produire. Donc, Ouais. c'est important que votre poignet soit droit. Tu sais, dans le fond, quand tous vos segments sont alignés, ben, on est toujours plus fort, là. Il y a comme moins de perte d'énergie, plus efficace, etc. Mais il y a une chose que je voulais dire avant qu'on... Bon, vas-y au pire, là. Okay, si jamais votre barre est bien positionnée dans votre main, parce qu'on a une image, allez la regarder. Ceux qui sont sur YouTube, on va l'insérer tout de suite. Si votre barre est bien positionnée puis vos poignets cassent encore, des fois ça peut être utile d'essayer de peut-être faire du bench pendant 1 ou 2, 3 semaines avec des fat grips. Donc tu sais des gros rouleaux bleus des fois qu'on met autour de la barre. Ça a tendance à aider un petit peu pour ceux qui ont les poignets cassés. Ça va être plus difficile, là. Ça va être plus difficile, par exemple, vous allez être un petit peu moins fort pendant 2-3 semaines. Mais essayez ça, des fois ça l'aide. Qu'est-ce que t'en allais dire? Ben dans le fond, c'est qu'on a comme passé un sujet, je pensais que c'est ça que t'allais embarquer tantôt pour les poignets, mais ouais, c'est plus les coudes, là. Mais tu sais, pour la largeur des mains, là, je reviens au premier point, après ça on va passer au deuxième point, là. C'est super important un point que c'est quand même... Je sais pas, c'est quand même fréquent qu'il y a cette erreur-là, mais dans le bas du mouvement, il faut que votre coude soit aligné avec votre poignet. Ça veut dire que des fois, il y en a qui vont se mettre comme prise rapprochée, puis rendu dans le bas du mouvement, leur coude va vraiment sortir vers l'extérieur. Ou au contraire, ils vont se mettre super large, puis là, leurs coudes vont rentrer vers l'intérieur. Fait que tu sais, des fois, juste de jouer avec le positionnement des mains, ça peut être, je sais pas comment dire ça, là, une façon de régler ce problème-là. Des fois, c'est juste en y pensant aussi que ça se fait naturellement, mais c'est super important, quand vous descendez votre barre, vous voulez que votre poignet soit aligné avec votre coude, là, idéalement, le plus possible. Si vous prenez votre prise super large, c'est normal que... vu que vous êtes super large, votre poignet sera peut-être pas aligné avec votre coude. Mais tu sais, généralement, si vous commencez à faire du bench, essayez pas tout de suite de probablement prendre la prise super large. Essayez de vous concentrer à prendre une prise que quand vous êtes en bas du mouvement, votre coude est aligné avec votre poignet. Fait que c'est juste ça que... Fait que ça revient au même que d'avoir le poignet cassé ou pas, tu sais, si tes segments sont alignés, bon, t'es souvent plus efficace. Exact. Aussi... Le prochain point, ça va être, une fois qu'on a placé nos mains, nos poignets seront pas nécessairement droits tout de suite, mais c'est vraiment, le but, c'est de créer le plus de tension possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer la barre le plus possible. Justement, le fait de, souvent, le monde, ils font juste prendre la barre dans leurs mains, puis il y a rien qui se passe dans leurs mains. C'est important de squeezer la barre, c'est comme ça que je pourrais le dire, de squeezer la barre le plus solidement possible. Ce que ça va faire, c'est que ça va activer votre triceps davantage. Puis il y a même une étude qui a été est controversée un peu l'étude là, mais le fait d'activer les fléchisseurs de la main, donc les muscles qui sont responsables de serrer la barre, ça l'active davantage certains muscles de la coiffe des rotateurs. Donc ça c'est controversé, mais on peut pas... C'est pas controversé, c'est juste que t'étais pas tant d'accord avec l'étude. Ouais, genre, aussi. c'est pas controversé. Mais aussi, donc, c'est ça, il y a pas d'effet négatif de serrer trop la barre. Donc, serrez-la comme si vous voulez comme si c'était de la pâte à modeler puis vous voulez tout squeezer puis comme faire, je sais pas comment le gentil quand on prend de la pâte à modeler. Donc, serrez-la le plus possible, ça va vraiment vous aider. Après ça, c'est vraiment important de créer de la tension partout dans votre corps. Fait que si vous êtes confortable quand vous faites votre bench, souvent c'est que vous n'êtes pas assez solide. Donc, on va créer de la tension des pieds jusqu'aux mains, en passant même par la tête. Fait que, je sais pas comment... Les fesses, dans le fond, vos pieds, essayez de les mettre le plus proche possible de vos fesses. Là, c'est sûr que si vous avez, mettons, des fois, il y en a qui vont être comme super tendus au niveau des fléchisseurs de la hanche, donc le psoas et compagnie. Là, quand ils vont rapprocher leurs pieds, ça va leur tirer. Il y en a d'autres qui vont avoir mal au dos ou peu importe, là. C'est sûr que si vous avez déjà une problématique, faites attention, mais tu sais, généralement, si vous êtes capable de reculer vos pieds le plus possible vers vos fesses, on va dire, mais ça va vraiment vous aider à venir créer de la tension dans vos jambes, dans vos fessiers. Puis ça va vous permettre de créer de l'impulsion à partir de ça pour être transmis à la barre. Parce que, vous voulez pas, les jambes, on va le voir tantôt, ben les jambes travaillent dans un bench de compétition surtout. Là, c'est sûr que si tu veux isoler ton chest, ben tu vas peut-être vouloir opter pour une technique que tu vas pas utiliser tes jambes. Mais si ton but c'est de lever le plus lourd possible, c'est sûr que tes jambes vont être utiles. Fait que c'est pour ça que c'est important de créer de la tension à partir des jambes jusqu'à montant. Fait que à partir des pieds, fait que tes pieds sont solides dans le sol, tes fessiers sont contractés, tu sens que t'es quasiment à la veille de cramper dans tes jambes, tes abdos sont contractés, ton dos, on en parlait, puis on en reparler, mais c'est hyper important qu'il soit solide, contracté.
Et c'est ça, tu serres la barre. Tu sais, fait que quand t'as décroches, c'est même pas confortable, mais c'est comme ça qu'avec la pratique, tu vas devenir plus fort. Ouais. J'ai écouté à un moment donné, ça fait une couple d'années, là, j'ai écouté une vidéo de Dave Tate. Pour ceux qui connaissent Dave Tate, c'est un powerlifter c'est lui qui a créé Elite FTS. Puis il disait que, ouais, il est peut-être pas en forme non plus, là, mais il disait que pour lui, juste se placer pour faire son bench, c'est vraiment du cardio parce que tous ses muscles sont activés. Puis si se placer, ça y prend 15 secondes, ben c'est 15 secondes d'effort super intense pour lui parce que tous ses muscles de son corps sont contractés en même temps. Donc, c'est ça en vrai. Puis souvent, je dis, c'est normal, c'est normal des fois de pogner des crampes ou... c'est quoi le vrai mot en français, des crampes? Des crampes. Des crampes. Ouais. Non, mais il me semble qu'il y avait un... Non, je me suis trompé. Mais il me semble qu'il y avait un autre mot pour les crampes. Donc, c'est normal des fois de pogner des crampes. Souvent, moi, ça m'arrive d'en avoir d'un fesses pendant que je me place. Mais surtout quand t'es déshydraté. Surtout quand t'es déshydraté en complet. Ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est ça. Être vraiment tight, être solide le plus possible, c'est normal d'être inconfortable. Ce qui nous amène à notre troisième point, qui serait, là, ça revient un peu au même, là, mais c'est le haut du dos. Donc, le haut du dos, c'est tellement négligé, mais super important au bench, là. Ouais. Tu sais, un coup, tu le comprends, tu peux juste comme t'améliorer. Parce que, là, on va en parler, là, notre point, c'est la rétraction des omoplates et l'abaissement des omoplates. Donc, omoplate, scapula, c'est des termes qui peuvent s'interchanger. Je sais pas lequel que vous êtes le plus à l'aise. Mais, donc, quand on fait notre bench, puis je pense à ça, ce post-là, Instagram, et là, on va le publier dimanche. Donc, notre podcast sort lundi, on va le publier le dimanche. Puis dimanche, on va être le 24 février, si vous écoutez le podcast dans 6 mois. Mais le 24 février 2019, allez descendre dans notre feed Instagram, puis vous allez voir un post qui va vous dire exactement comment rétracter puis abaisser les omoplates. Dans le fond, la rétraction, c'est vraiment le fait de venir essayer de coller les omoplates ensemble. Donc, comme si je mets un crayon ou peu importe entre les deux omoplates, on va essayer de venir serrer le crayon. Fait que, c'est ça. Souvent, mettons, un truc qui peut aider aussi, là, que tu peux faire en même temps, c'est d'essayer de penser à lever ton chest, ta poitrine vers le haut. Fait que... Quand t'es couché sur le banc. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, t'es couché sur le banc, pis t'essaies de, comme, sortir le chest. C'est comme si tu veux bomber ton chest. En même temps, ça va t'aider à venir contracter tes omoplates ensemble, puis en plus, ça va diminuer un petit peu ton amplitude de mouvement. Mais le plus important, c'est vraiment au niveau de la rétraction. Fait que tu viens vraiment coller tes omoplates ensemble. Un coup que c'est fait, souvent c'est cette partie-là qui est un petit peu plus difficile, c'est l'abaissement. Fait que l'abaissement, c'est pas compliqué, c'est de baisser les omoplates. Fait que c'est comme si tu veux venir emmener tes omoplates vers tes fesses. Fait que ça, c'est ça, je pense qu'avec le visuel du post Instagram, ça va être beaucoup plus facile pour vous de comprendre ces points-là. Mais c'est deux éléments qui sont essentiels. Puis il faut faire les deux. Donc vraiment rétracter et baisser les omoplates. Fait que souvent, là, juste en passant à emmener le chest vers le haut, là, c'est un truc qui aide beaucoup de gens à juste comme un peu mieux comprendre ce point-là. Mais tu sais, encore là, ça prend de la pratique. Puis c'est normal. Puis c'est ça, dans le post, on va donner des exercices que vous pouvez faire pour comme mieux sentir ces contractions-là. Fait que c'est ça. Mais je vous dirais que au bench, c'est probablement un des points les plus importants qu'on peut donner parce que non seulement de rétracter et d'abaisser vos omoplates, ça va placer votre épaule dans une position un petit peu plus sécuritaire. Ouais. Donc ça va mettre moins de stress au niveau de votre épaule. Puis quand on est blessé, on peut pas progresser. Ça vient comme la solidifier, si on veut, dans l'articulation, un petit peu plus en rotation externe. Dans cette position-là, ben c'est ça, c'est plus, c'est vraiment mieux dans une optique de prévention de blessure, tout simplement. Donc si vous faites mais pas ça... Mais c'est un point, là. Il y a plein d'autres points, là. Si vous faites pas ça, ben tu sais, je veux dire, il y a plus de risques de blessure. Qui dit blessure dit pas de progrès. Donc, l'abaissement et rétraction des omoplates, c'est super important pour la prévention de blessure. Deuxièmement, ça va diminuer votre amplitude de mouvement. Donc, en powerlifting, le but, c'est de lever le plus lourd possible. Puis si tu as à déplacer ta barre pendant une moins longue distance, ben il y a plus de chances que tu lèves un petit peu plus lourd. Donc, diminution de l'amplitude de mouvement. Puis le fait d'abaisser vos omoplates, ça va activer vos grands dorsaux. Vos grands dorsaux sont super importants au bench parce qu'ils vont vous offrir non seulement un petit coussin quand vous arrivez en bas, mais ça va vous donner une grande stabilité. Aussi un petit momentum. Un petit momentum aussi. Donc, votre dos est super important quand il est contracté, vos omoplates sont rétractées, vos omoplates encore sont abaissées,
pour la santé de vos épaules, diminuer l'amplitude de mouvement, puis augmenter votre stabilité. Vous, souvent, tu sais, nous, on parle surtout d'un bench press qui est raw, qu'on appelle, donc sans équipement. Mais ceux qui font un bench press équipé, le dos est encore beaucoup plus important. Mais déjà qui est super important. Mais tu sais, même si tu fais du bodybuilding, je pense que ton dos est important parce que le point numéro 1 qu'on a dit, c'est prévention des blessures. Tu vas être plus à l'abri des blessures dans cette position-là que si tu fais un classic bench bodybuilding, épaule à 90 degrés, la barre quasiment dans le cou, là. C'est ça. Donc, c'est ça. T'avais-tu d'autres choses à rajouter sur les... Non, allez voir notre post qu'on a fait hier. Je pense que hier. Ça dépend quand vous écoutez le podcast. Je m'excuse. Faut vraiment faire attention à ça. C'est difficile, là. En plus, on tourne le podcast d'avance. Puis là, c'est tout mélangeant. C'est parce que d'habitude, on tourne le podcast genre... Le dimanche soir. Mais là, on s'est dit, on va prendre un peu d'avance cette semaine. Donc, on est le mercredi. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça nous mêle plus que d'autres choses. Prochaine fois, on va le faire le dimanche soir. Ah, c'est ça. Good. Arche au bench. L'arche. Encore une fois, on est fatigué. On a fait un post là-dessus. C'est souvent controversé. Le monde va dire, le fait d'avoir... Ben, avant, peut-être, un autre sujet. C'est quoi un arche au bench? Des fois, c'est peut-être pas tout le monde qui est au courant de ça. 2 secondes, parenthèse. Là, vous voyez que, je sais pas si vous voyez d'ici, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont en auto, vous le verrez pas, là. Mais, Bram, il s'est fait tout raser comme au vide cette semaine. Puis là, ça me gosse vraiment parce que ça recommence à pousser. Puis là, son poil, il me pique vraiment sur le bras. Ouais. Fait que, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Parce que pour ceux qui sont pas encore au courant, pour ceux qui ils nous suivent pas souvent, je me prépare pour une compétition de bodybuilding. Puis je suis 6 semaines bodybuilding. Ah, ouais. Je suis 6 semaines avant ma compétition. Honnêtement, ça commence à être difficile là. On est complètement hors sujet, mais c'est ça, je suis 6 semaines avant ma compétition. J'ai perdu combien de poids? J'ai perdu beaucoup. J'ai commencé ma cote à 215 livres. À matin, j'étais 188 après une journée high carb, ce qu'on appelle. Fait que hier, j'étais 187 à ma dernière journée que j'avais pas beaucoup de glucides. 28 livres. Honnêtement, je vais être vraiment prêt, là. Je sais que... Puis genre, si sérieusement, tu sais, moi, mettons, j'essaie de l'accompagner du mieux que je peux, là. Je pense que je fais bien ma job, là. J'essaie de faire gros des cardio avec lui, j'essaie d'être sa coche pour sa bouffe pis tout. Mais, pareil, tu sais, je le vois aller pis genre, tu sais, lui, il dira pas, mais tu sais, quand il travaille vraiment, vraiment fort. Pis tu sais, une chose qui me gosse un peu, c'est que au jour J, tu sais, quand il va arriver sur le stage, le monde va juste le juger son apparence, tu sais, pis, tu sais, oui, il va se faire juger, c'est un sport de jugement, là, tu sais, pis, tu sais, des fois, ça a l'air superficiel pour certaines personnes, mais tu sais, tout ce que vous voyez pas, c'est-à-dire tout le processus puis tout son parcours derrière ça, mais c'est ça, je pense, c'est comme tellement ça le plus beau de toute cette game-là, puis les gens, ils voient pas ça, tu sais, ils voient juste le résultat final, mais le plus beau, c'est vraiment tout ce qu'il est en train de faire en ce moment, puis à quel point ils se donnent, tu sais, il y en a, là, qui vont chialer, qui ont pas de résultat, puis là, tu sais, Bram, tu sais, il dit, ok, voilà, genre, c'est quoi ça, on a commencé à 15 weeks out à peu près, bon, voilà, 7 semaines, là, en 7 semaines, il a perdu 28 livres, genre là, first... Non, mettons en 10 semaines. Ok, mettons 10 semaines, ouais, j'ai dit, ouais. Ça fait, tu sais, ça fait quasiment 3 livres par semaine. Ouais, ok, puis là, tu sais, first, c'est gros, là, mais tu sais, ça, c'est ça le sport, ok? C'est pas ça qu'on recommande à n'importe qui, mettons, dans une optique de perte de poids, ok? Ça, je pense qu'on a mis ça au clair, là. Mais c'est juste dans le sens qu'il y en a qui vont dire, tu sais, ils vont venir se plaindre, mettons, ou ils vont venir demander des trucs, comment tu fais, pis tout, blablabla. Mais genre, il y a fucking personne qui est genre prêt à faire. Quoi? Surveille ton langage. Non, mais c'est vrai, il y a personne qui est vraiment prêt à faire ce qu'il fait réellement. Parce qu'on va faire un podcast aussi tout de suite après ma compétition sur OK, tu veux faire une compétition de fitness ou peu importe, qu'est-ce que ça l'implique? Parce que ça implique tellement plus que ce que les gens pensent. Puis, je sais pas. Puis, des fois, on dirait que, aussi, en même temps, je sais pas, il y a comme tellement, je pense qu'il y a vraiment gros des choses qu'on peut dire, là, par rapport à ça, là. Parce que, mettons, c'est pas compliqué, là. Il y a un objectif en tête, puis il va se donner, là. That's it, là. Tu sais, Jean-Brian, il y a jamais d'excuses, là. Il va jamais déroger du plan, puis je sais que c'est parce que l'objectif, il tient vraiment à cœur. Mais, tu sais, comme, je dis pas que tout le monde devrait être comme ça, évidemment, là. Mais, tu sais, c'est fou à quel point le nombre de personnes qui vont avoir des objectifs en tête, puis ils les atteindront pas, puis ils vont blâmer tout sauf eux-mêmes. Genre, en tout cas, c'est des réflexions personnelles. Là. Mais on va en reparler vraiment en détail là, tout de suite après ma compétition qui est le 6 avril. Donc peut-être encore, on va sortir 3 podcasts entre-temps.
Mais vraiment, on va rentrer en détail de ce que j'ai fait, exactement qu'est-ce que je fais comme cardio, parce que j'en fais beaucoup de cardio. À 9 semaines avant ma compé, j'étais pas, 10 semaines avant ma compé, j'étais vraiment pas prêt. On a steppé toutes les affaires de, tu sais, vraiment, là, on a augmenté le cardio, diminué la diète. Non, mais c'est pas facile, qu'est-ce que tu fais, Puis là? c'est, en ce moment, c'est quand même vraiment difficile. Tu sais, les gens ont souvent des gros objectifs, mais ils sont pas prêts à faire des grosses affaires. Fait que, tu sais, il faut toujours t'ajuster tes objectifs en conséquence de les efforts que t'es prêt à faire. Puis, tu sais, faut arrêter de blâmer tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi. À un moment donné, faut que tu regardes aussi, là, puis tu te dises les vraies choses. Mais on continue. On continue. On continue notre podcast sur le bench. Ça a été une petite pause mentale. Puis, défoulement il y a aussi. d'autres choses que je voulais dire. Ah, ben, non, je me souviens plus. Donc, on était rendu où avec... À l'arche. Oui, l'arche. C'est quoi un arche? On l'avait-tu dit? En tout cas, on va le répéter. L'arche, c'est le fait de arquer un petit peu ou de rondir son dos. Ouais, comme un pont. Là, comme un pont. pont. De la gymnastique. Là. Le but de ça, premièrement, c'est controversé parce que le monde, ils disent les blessures au bas du dos, c'est pas bon de, justement, arquer le bas de dos au bench press parce que ça crée de la tension, puis ça peut créer des hernies discales ou quoi que ce soit. La chose que souvent le monde qui sont pas dans le powerlifting, ils savent plus ou moins, c'est que c'est pas vraiment le bas du dos qui est courbé, c'est vraiment c'est plus la mobilité thoracique qui est vraiment courbée. Donc le rond se fait pas avec la portion lombaire de la colonne, ça se fait vraiment avec la portion thoracique. De toute façon, on va avoir l'impression que c'est au niveau lombaire, mais en fait, si on regarde un vrai bon arche au bench, souvent la portion lombaire va être en position naturelle. Puis c'est personnellement, avec mon hernie discale, là ça va, mais comme dans le passé, mettons, ça m'arrivait que si, oui, je me plaçais de façon incorrecte au bench, oui, ça m'arrivait d'avoir mal, mais je sais pas comment dire ça. Ben, tu sais, il y a comme... C'est sûr que si t'as déjà mal au dos, va falloir que tu fasses plus attention. Ça, c'est sûr. Mais quelqu'un qui a pas de problématique au dos, tu sais, l'essentiel de l'arche vient du haut du dos. Puis tu sais, généralement, il y a pas de problème à ce niveau-là. Encore une fois, c'est sûr que si tu fais l'extrême contorsionniste sur le bench, ben là, c'est sûr qu'il y a plus de risques, mais... Il y a plus de risques. Mais de façon générale, généralement, là, il y a pas de problème à ce niveau-là. C'est comme l'exemple qu'on donnait dans un certain podcast. Marcher, c'est pas dangereux, mais si t'as la cheville cassée puis tu marches sur ta cheville cassée, ben là, c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que pour l'arche au bench, c'est le même principe. Si tu... on a peut-être un petit dérangement en ce moment, là. C'est que notre chien, il est là. L'arche au bench, si t'as pas de problématique au dos, ça sera pas dangereux. Si t'as une problématique, ben peut-être que ça va être une bonne... Peut-être que tu peux éviter ou diminuer l'arche. Mais si vous avez un dos en santé, l'arche ne causera pas vraiment de problème au dos. En plus de ça, le fait de s'arquer un petit peu le bas du dos, ça va vous aider avec la rétraction. Le haut du dos, ça va vous aider avec la rétraction puis votre abaissement des scapulas, chose qu'on a parlé tantôt qui est super bénéfique. Yeah. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire au niveau de l'arche? Ouais, ben tu sais, il y en a aussi qui vont dire que c'est triché parce que oui, il y en a qui sont capables de excessivement arquer leur dos puis que ça diminue vraiment beaucoup leur amplitude de mouvement. Mais en compétition, tant que ta tête, tes pieds puis tes fesses touchent au banc, ben puis en même temps, c'est un bench qui est légal, fait que tu sais, c'est pas de la triche, leur bench est légal. T'sais. En même temps, il y a 2 points qui me viennent en tête avec ça. Premièrement, travailler la mobilité thoracique, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, si eux, ils ont pris du temps après leur entraînement ou avant leur entraînement pour travailler leur mobilité, ben c'est à leur avantage. Puis deuxièmement, c'est pas parce que tu as un plus gros arc que tu es nécessairement tout le temps plus fort. Parce qu'il faut être capable de développer de la force dans cette position un peu contorsionniste-là. Donc, c'est pas nécessairement tout le temps plus avantageux. Mais si vous avez un objectif autre que le powerlifting, ben tu sais, c'est sûr que je conseille pas d'aller se harquer le dos autant que ça, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, le but... Tu sais, mettons, c'est sûr que si ton but c'est de lever le plus haut possible, ok, peut-être que ça peut t'aider, mais si ton but c'est juste de développer musculairement, ben là, tu sais, j'irais seulement avec une rétraction, abaissement des omoplates ordinaires et non excessive, avec le dos full intense. Exact. Aussi, je m'en souviens déjà plus. Bref, ça te reviendra plus tard. C'est pas grave. Prochain point, la belt. Il y a certaines personnes qui prennent une belt, donc une ceinture au bench, d'autres qui prennent pas de ceinture au bench. Honnêtement,
ça change pas vraiment grand-chose. C'est plus une question de... Souvent, c'est... Peut-être mental. Moi, j'en mets une, mental. lui, il en met pas. Moi, j'en mets pas. Elo en met. Y a rien qui prouve que c'est plus efficace. Parce que souvent, on va mettre une ceinture au squat puis au deadlift pour augmenter la pression intra-abdominale. Au bench, oui, tu veux créer de la pression intra-abdominale, mais normalement, juste tes abdos vont déjà être assez forts pour créer suffisamment de pression intra-abdominale. Fait que souvent, c'est peut-être plus mental que d'autres choses. Donc, si vous utilisez votre ceinture, c'est correct, c'est légal. C'est tant qu'à en avoir une, t'as le droit d'utiliser, mais achète-toi pas une ceinture juste pour le bench. Exact. Mais tu sais, juste savoir que ça sert probablement pas tant que ça. Puis finalement, là on arrive à un sujet un petit peu plus compliqué. Fait que là, mettons, là, vous avez vos pieds qui sont bien ancrés dans le sol, vos fesses sont serrées, vous squeezez votre barre, puis là, vous la décrochez. Là, ce qui arrive, vous venez aligner votre barre, premièrement, directement au-dessus de l'épaule. Parce que là, dans le fond, c'est un point qui est important. Des fois, il y en a qui vont avoir tendance à être, par exemple, trop par en avant. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une distance entre la barre et votre épaule. Fait que là, ça crée un bras de levier. On en a peu parlé tantôt. Fait que là, s'il y a un bras de levier qui se crée à ce niveau-là, ça va tout simplement augmenter la difficulté du mouvement. Mais en fait, pas nécessairement du mouvement en tant que tel, mais dans le sens, ça va créer des tensions, par exemple, à l'épaule. Ça va juste être plus dur de tenir la barre si elle est en avant versus si elle est directement alignée au-dessus de l'épaule. Si vous vous filmez de côté, par exemple, à votre position de départ, votre poignet, votre coude et votre épaule devraient faire une belle ligne droite perpendiculaire avec le sol. Donc, ni votre barre devrait ni d'être vers l'avant, ni vers l'arrière, comme tu viens de le dire, dans le fond. C'est juste pour vous créer une image. Des fois, c'est pratique de se filmer. Vous pouvez essayer de vous filmer de devant, de côté. Fait que de devant, vous pouvez regarder si votre largeur de main, est-ce que votre poignet est droit, est-ce que votre poignet est aligné avec votre coude. De côté, vous pouvez regarder la trajectoire de votre barre. Fait que souvent, c'est super pratique de se filmer, puis peut-être que le monde, des fois, sont gênés de se filmer dans un gym commercial. Mais pour vrai, si vous avez jamais de feedback de vos levées, je veux dire, c'est dur de voir des erreurs techniques parce que, à part au feeling ou si quelqu'un nous le dit, je veux dire, ça devient difficile de juste se fier au feeling. Donc, qu'est-ce que tu disais là? Tu parlais de la tension au niveau des pieds, tu parlais de l'alignement. Ben c'est ça, fait que tout est tête, les pieds, les fesses, les abdos, le dos, les mains. Là, vous êtes prêt à déraquer votre barre. Vous la déraquez, vous venez directement l'aligner au-dessus de votre épaule. Fait que là, on est rendu là. Moi, souvent, ce que j'aime faire en même temps, c'est de donner un espèce un autre petit coup au niveau du dos. Fait que juste pour venir serrer encore plus mes omoplates ensemble, avec le poids de la barre, je trouve que ça vient faciliter la chose. Puis je viens chercher un petit degré de plus de rétraction. Fait que ça, j'aime bien ça. Mais c'est ça, l'important, c'est qu'aussitôt que vous déraquez votre barre, vous venez l'aligner directement au-dessus de votre épaule. Fait qu'un coup, c'est parti. Avant de descendre, on en a pas vraiment parlé, mais on en avait parlé vraiment beaucoup pour le squat. C'est important de prendre une grande respiration. Ouais, c'est ça, je t'ai rendu là. Ah, ok. Parce que dans le fond, si vous faites de la compétition, vous allez devoir attendre votre commande qui est start. Fait qu'aussitôt qu'il dit start, l'arbitre, mais tu sais, si vous faites pas de la compétition, c'est pas grave, passez cette partie-là, là. Ça va être important, comme qu'il s'en allait dire, de prendre une grande inspiration, puis de venir envoyer l'air au niveau du ventre, d'engager les abdos, donc de serrer le ventre comme si on allait vous donner un coup de poing, puis de bloquer la respiration. Fait qu'au lieu d'expirer l'air, on la maintient en même temps que la contraction des abdos. Fait que ça, c'est la méthode de Valsalva. Ça va être énormément important pour le transfert de force des jambes jusqu'au bras. Ça va être important pour rester solide au niveau du dos, pour tout rester solide, en fait, en général. Fait que dans squat, bench, deadlift, ce point-là, c'est très important. C'est super important à pratiquer. Fait qu'au coup que ça c'est fait, vous allez être prêt à descendre la barre. Fait que là, on va embarquer dans la portion excentrique du mouvement, donc la descente de la barre. Ah, c'est Oui. Quand on descend la barre, souvent, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a certaines personnes qui vont dire, la barre, faut qu'elle descende en ligne droite. Donc, vraiment, si on regarde de côté, ça fait une ligne droite de straight up, straight down. Je sais pas comment le dire en français. Ou certaines autres personnes, ils vont dire, la barre devrait suivre une trajectoire un petit peu curviligne, donc diagonale. Donc, à part un certain point. Donc, elle part au-dessus de l'épaule, mais elle descend pas directement vers l'épaule. Fait qu'elle va aller un petit peu plus loin sur la poitrine, donc genre le milieu du sternum, admettons. Notre point de vue là-dessus, vu que c'est quand même controversé, notre point de vue, c'est à partir de ta position de départ, tu vas aller toucher au point généralement le plus haut sur ta poitrine.
Donc, pour la grande majorité du monde, ça va faire une trajectoire diagonale. On est d'accord là-dessus? Parce qu'il y a aussi l'angle au niveau des épaules qu'il faut regarder. Ça va être plus difficile à expliquer, mais ça, c'est, mettons, faudrait que, par exemple, que quelqu'un filme ton bench avec une vue de haut. Fait que carrément, il te voit coucher sur le banc, la face dans le banc de haut, là, tu sais. Puis, c'est assez rare qu'on ait cette vue-là. Ah, c'est assez rare qu'on ait cette vue-là, mais quand même, là, il y a d'autres façons de filmer, là, mais je trouve que c'est plus facile à expliquer de même. Quand que tu vas descendre au bench press, idéalement, si tu regardes cette vue de haut, là, faut pas que tes épaules soient totalement à 90 degrés. Fait que ça va être un bench un peu plus classique. Quand on parle à 90 degrés, on va parler de l'angle au niveau de ton bras, de ton humérus, par rapport à, si on veut, à ton lat, là, ou de ton torse. Ouais. Fait que c'est l'angle qui est vraiment l'angle de ton dessous de bras, là. Je sais pas comment. Mais tu sais, c'est vraiment dur à expliquer, mais tu sais, mettons, tu déraques la barre, tu l'alignes au-dessus de ton épaule, puis là, tout ce que tu fais, c'est que tu descends en ligne droite, tes coudes sont à 90 degrés, la barre, elle va arriver vraiment dans le haut du sternum. Généralement, là, il peut toujours avoir des exceptions. Dans tout, il peut y avoir des exceptions. Mais généralement, cette position-là, on veut l'éviter parce que c'est une position qui est plus à risque de blessure. C'est-à-dire qu'on va vouloir aller porter la barre un petit peu plus loin sur le sternum, donc plus vers le milieu du sternum. Puis si on regarde de nouveau cette vue-là de haut, là, on va voir que l'épaule sera plus à 90, mais va se rapprocher plus d'un angle de 75 degrés. Il y a pas tant de différence entre le 75 et le 90 degrés, honnêtement. Mais cette petite différence-là de quelques degrés va faire en sorte que l'épaule va être dans une position un petit peu plus protégée, si on veut, contre les blessures. Exact. C'est ça. Fait que ça, c'est comme un premier point à retenir. Puis pour ce faire, pour aller porter la barre à la bonne place, donc vers le milieu du sternum, ben c'est ça. Qui va généralement d'être le point le plus haut. C'est ça. Et s'il va généralement être le point le plus haut, ben ça va prendre une trajectoire qui est un petit peu curviligne parce que tu pars aligné avec ton épaule, puis tu descends un petit peu plus bas sur ton chest, donc plus vers le milieu du sternum. Fait que veux pas, ta barre, elle sera pas en ligne droite. Par contre, si vous êtes capable de vraiment venir créer de l'abaissement au niveau de vos omoplates, donc on en reparlait tantôt, ça c'est l'action de baisser les omoplates. Si vous êtes capable de créer ça de façon importante, généralement votre trajectoire va pouvoir être plus verticale, donc en ligne droite, parce que quand sans avoir les risques de blessure. Parce que quand vous allez commencer votre mouvement, votre épaule, votre coude, votre poignet va déjà d'être quasiment aligné avec votre point le plus haut au niveau de votre poitrine. Donc, ça va vous permettre vraiment de descendre quasiment en ligne droite. Ouais. Donc, la descente, même principe que le squat, on va descendre quand même le plus rapidement possible, mais de façon contrôlée tout le temps. La différence avec le squat qu'il y a au bench press, c'est qu'en compétition, tu dois arrêter la barre complètement à la poitrine, contrairement au squat que dans le fond tu pouvais utiliser ton rebond pour remonter. Au bench, tu dois arrêter la barre qu'elle touche à la poitrine puis attendre la commande de l'arbitre qui est press avant de remonter. Puis l'arbitre donne la commande non pas quand ça fait mettons une ou deux ben normalement c'est à peu près une seconde qui est au chest, il donne la commande quand la barre est immobilisée. Donc même si tu touches au chest mais la barre est pas immobilisée, tu n'auras pas la commande start. Fait que souvent ça c'est un problème. Press, excuse. Ça souvent c'est un problème parce que souvent le monde ils vont chialer après les arbitres, ils vont dire sa pause était vraiment trop longue, là ça n'a pas de sens. Mais c'est que ces personnes-là souvent ils arrivent puis quand la barre elle arrive puis qu'elle touche à la poitrine, elle continue à rentrer dans la poitrine. Donc ça, on appelle ça un peu sinker sa barre. C'est le fait de rentrer sa barre dans la poitrine. Mais quand tu fais ça, ta barre, elle arrête jamais vraiment. Donc l'arbitre, il donne pas ta commande press parce que lui, il faut que la barre touche à ta poitrine et qu'elle soit immobilisée. Donc, idéalement, oui, c'est correct. Certaines personnes, ils vont sinker leur barre, puis à un moment donné, veut pas, elle va s'arrêter. Puis là, ils vont comme utiliser leur chest, puis ça va leur donner un certain rebond. Ça, c'est correct. Souvent, honnêtement, c'est souvent les plus gros lovers qui font ça. Tu sais, ceux qui ont comme un gros chest, une grosse bedaine. Souvent, ils vont sinker leur barre, puis à un moment donné, elle va être assez rentrée. Puis là, elle va s'immobiliser. Puis là, l'arbitre va dire « press ». Puis là, ils vont comme donner un coup de chest en même temps. Fait qu'ils vont, un chest bump. Ils vont être capables d'aller chercher un bon rebond comme ça. Souvent, les plus petits lovers, ça va être souvent mieux pour eux de faire une pause stricte, qu'on peut dire. Donc, descend contrôlé,
Puis là, la barre, aussitôt que tu touches à la poitrine, tu immobilises là. Puis là, quand l'arbitre dit press, là, c'est là que tu presses. Donc, il y a 2 types de poses que vous pouvez faire. C'est sûr que des fois, le fait de sinker sa barre, dépendamment des arbitres, comment ils vont le juger. Des fois, il y a des arbitres qui ils vont vous dire le press quand même assez activement. Puis aussitôt qu'elle va toucher, elle sera pas vraiment immobilisée. Ils vont dire press tout de suite. Ça va vous avantager. Puis des fois, ça se peut que ça soit long avant que vous ayez votre press. Donc, souvent, c'est source de conflit là, en powerlifting. Mais généralement, quand dans le fond, ça, je lisais ça dans le livre de Boris Checo, là, selon l'analyse de 250 bench press, la pause, elle peut varier entre 0.3 secondes et 1.8 secondes. 0.3, c'est vraiment pas gros. 0.3, c'était sûrement un juge qui était stressé. Donc, 0.3 à 1.8 secondes et la moyenne était de 0.7 secondes. Donc, c'est pas tout à fait 1 seconde de pause immobilisée. Mais c'est ça, c'est quand on se pratique, là, c'est bon de savoir ces chiffres-là, surtout si on n'a jamais fait de compétition. C'est à peu près 1 seconde de pause au chest. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Faut que votre base soit immobilisée. Fait que si c'est pas immobilisé, ça peut être 3 secondes, tu sais. C'est ça. Aussi, souvent, une erreur qu'on voit, là, on va être déjà rendu au press, c'est quand la barre est immobilisée au chest, là, on commence à vouloir pousser. Mais là, on voit comme le premier mouvement, c'est pas un mouvement vers le haut, c'est comme une petite descente, puis là, ça remonte. Fait que c'est important de rester super stable, parce que si ça vous arrive sans compter, votre levée peut être refusée, parce que une fois, tu sais... Comme si vous allez chercher un rebond. C'est ça. Une fois que le juge a dit press, vous pouvez plus redescendre la barre. Ça s'appelle, ce serait une faute technique, là, ça serait un up and down. Donc, vous pouvez pas faire ça. Donc, quand la barre est à votre poitrine, c'est super important de être tight de partout. Omoplate, pieds, fesses, tête dans le banc. C'est super important d'être tight puis de pousser directement vers le haut. Ouais. Tu veux-tu parler du leg drive? Ouais, mais ta question, tu qu'on parle de la concentrique? On parlera du leg drive à la fin? Ouais, on va parler de la phase concentrique. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, si on reprend notre bout, que la barre, elle descend vers le milieu de notre sternum, là, évidemment, là, à ce point-là, c'est super important encore que vos coudes soient alignés avec vos poignets. Fait qu'on l'a dit au début, dans le fond, il y a 2 angles que vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder de côté. Fait qu'il faut vraiment que votre poignet soit directement au-dessus de votre coude. Mais vous pouvez aussi regarder de face, par exemple. Non, on peut aussi regarder de haut. On peut aussi regarder de haut, là. On l'a vu tantôt. Ben oui, on peut regarder de haut, oui, c'est vrai. En plus, on peut regarder de face, dans le fond, là. Fait que de face, ce serait encore, faudrait que votre poignet soit directement au-dessus de votre coude. Fait que dans le fond, ce que vous pouvez regarder, c'est si votre coude rentre trop vers l'intérieur ou s'il sort trop vers l'extérieur. Fait que ça, c'est deuxième chose. Mais vous pourriez aussi regarder de haut, là, si on veut, là. Dans le sens que des fois, il y en a qui vont bencher avec le coude trop par en avant par rapport à leur poignet. Fait que, dans le fond, là... Mais en fait, ça reviendra au même de côté. Je sais pas pourquoi je dis ça. Fait que, dans le fond, de côté, c'est ça. Si vous voyez que votre coude est trop par en avant par rapport au poignet, ben, faut ça juste de ramener le coude vers l'arrière. Donc, quand quelqu'un se regarde de côté en faisant le bench, toi, tu dis que quand la barre est à la poitrine, le coude devrait être aligné avec le poignet ou le coude devrait être en avant du poignet? Aligné avec le poignet. Personnellement, j'ai tendance à l'envoyer un petit peu en avant, mais tu sais, si c'est trop excessif. Donc, le poignet, il est vers le visage, plus que vers le coude. Ouais. Okay. Mais, tu sais, idéalement, là, tu sais, vos segments seraient alignés. Là, c'est ça, si votre coude est trop par en avant, ben encore une fois, on rend le lever moins efficace. Puis de devant, dans le fond, ça serait de... Tu sais, il y en a qui vont vraiment venir serrer leur dos. Ils vont vouloir venir têter leur dos. Puis là, pour faire ça, ils vont comme rentrer les coudes vers l'intérieur. Mais là, à un moment donné, si tes coudes sont trop vers l'intérieur puis que tes poignets sont super loin, ben là, encore là, tu te rends moins efficace. Puis au contraire, il y en a qui sont pas assez capables de têter leur dos. Puis ce qui va arriver des fois, c'est que leur coude va sortir vers l'extérieur. Fait que ça, faut faire attention à ça. Mais peu importe, on est à cette portion-là du mouvement. On est en bas, on fait notre pause. Là, on est comme plus aligné avec l'épaule, parce qu'on l'a dit tantôt, la plupart des gens vont descendre en diagonale. C'est-à-dire, on va partir aligné avec l'épaule, on va descendre vers le milieu du sternum, mais là, il va falloir retourner vers l'épaule. Fait que ça va refaire, si on veut, une espèce de trajectoire diagonale chez la plupart des gens. La différence, c'est que ça sera pas tout à fait la même trajectoire que ce qu'on faisait dans la portion excentrique. Au squat, on disait que la trajectoire de la barre de la phase excentrique est exactement la même que celle de la phase concentrique. Au bench, il y a une petite différence à ça. C'est pas exactement la même. Non, c'est ça. Fait que c'est pas exactement la même. Tu sais,
en excentrique, ça serait une diagonale droite, là, si on veut. Là. C'est quand même assez droit. Mais en remontant, ça va faire une espèce de J inversé, si on veut. Fait que ce qui est important, c'est de se dépêcher à aller reporter la barre alignée avec l'épaule, puis de finir le mouvement plus en ligne droite, si on veut. Fait que je sais pas si c'est clair, là. Ouais. Fait que on part au milieu du sternum, puis aussitôt qu'on commence à pousser, on essaie d'aller se rapprocher de l'épaule. Fait que là, ça fait comme une espèce de petite courbe vers l'arrière pour finalement finir le mouvement directement aligné au-dessus de l'épaule, parce qu'on est plus fort si on est aligné au-dessus de l'épaule. Fait que ça fait carrément un J, mais inversé. Mais tu sais, c'est pas... Mais là, c'est pas un gros J. Non, c'est ça, c'est pas le... C'est pas un hameçon, mettons. Non, c'est ça, faut pas que le monde commence à c'est encore penser. fluide, là. C'est un mouvement qui est très fluide, puis ça paraît pas, tu sais, tu regardes pas la personne, tu dis, ah, c'était un beau J inversé, tu sais. Non, ça ressemble quand même vraiment à la trajectoire de la phase excentrique, mais un petit peu plus la barre. Ça serait comme si, mettons, on prendrait un crayon, puis on mettrait un crayon sur la barre, puis tu sais, il dessinerait sur une feuille, je sais pas trop comment on ferait ça, là. Mais c'est comme... Tu sais, sur la feuille, on le verrait que la trajectoire excentrique est pas pareille comme la concentrique, mais visuellement, ça paraît pas tant que ça. À l'œil nu, on le voit pas. Fait que c'était quand même difficile. Tu m'en regardais croche, hein, avec mon exemple de crayon. Ouais. À l'œil, je sais plus comment... Cet exemple-là était quand même difficile à démontrer, là. J'espère que vous avez compris. Non, mais tu sais, c'est parce que des fois, il y a des logiciels qui vont, mettons, suivre ta barre, puis vont créer le tracé... par ordinateur, on l'avait déjà dit dans le podcast, là, vous pouvez, je pense que c'est BarPath, l'application. Puis ça, justement, vous pouvez le voir. Fait que généralement, ça sera pas exactement la même trajectoire par rapport... souvent, les débutants, donc, les moins expérimentés, ça va être la même trajectoire, puis plus la personne vient avancer, plus on va voir une différence entre les deux trajectoires, là, généralement. Good. On en a pas vraiment parlé encore, là, mais le leg drive. On a parlé que c'était important d'avoir les pieds stables, d'être solide, contracter les fesses. Mais le leg drive, donc l'utilisation des jambes au bench press, c'est super important. Ça va pas ajouter 100 livres sur votre bench, mais ça peut vous donner un petit rebond, surtout quand la barre est à votre poitrine. Ouais. Donc, il y a deux types de leg drive. Le premier, ça serait celui que vous contractez vos fesses, puis vos jambes, puis vous êtes solide à 100% du début jusqu'à la fin. Puis évidemment, quand la barre est à votre poitrine, vous essayez de pousser encore plus, mais vous êtes déjà contracté à 100%. Le deuxième type de leg drive, celui que j'aime probablement mieux, c'est de contracter ses jambes à peu près à 80% quand on descend. Puis quand la barre est au chest, là, de boum, contracter à 100% les jambes, puis d'exploser en même temps de pousser la barre pour donner vraiment une sensation d'explosion. Ou tu peux être, mettons, contracté à 100%, descendre, genre te décontracter un peu puis repousser, aussi. Mettons. Mais justement, c'est super important d'utiliser les jambes. Souvent, chez les débutants, on va voir ça. Mais moi, personnellement, je fais pas ça. Moi, personnellement, je fais vraiment le meilleur exemple qu'on peut donner. Là, moi, je suis tête de partout. Je reste tête, puis juste quand j'arrive en bas, je pousse mes jambes comme si je me poussais d'une chaise d'ordinateur. Tu sais, là, je suis assise sur ma chaise d'ordinateur, puis tout ce que je ferais, c'est de... Mettons, je suis assis, puis là, avec mes pieds, j'essaie de me pousser par en arrière, ben c'est exactement ça que je fais au bench. Ça devrait idéalement d'être ça quand on fait un leg drive. Ouais. Donc, c'est souvent... Honnêtement, je suis tombée dans l'une dans la première partie de l'explication, puis je sais pas vraiment ce que t'as dit. OK. Donc, souvent, c'est ça. Chez les débutants, on va voir l'absence de leg drive. Donc, même quand ils vont faire leur bench press, on va voir souvent leurs pieds bouger. Ouais, il y en a mettons qui vont toujours replacer leurs pieds entre leurs répétitions. C'est ça. Donc, ça, c'est signe qu'une personne n'est pas suffisamment tête dans son bench. Puis, c'est encore plus signe qu'elle n'utilise pas ses jambes. Ouais. Donc, même avec un bon leg drive, espérez pas, là, si vous vous rendez compte que je fais peut-être pas de leg drive... c'est pas la chose qui va vous ajouter 100 livres sur votre bench, mais ça va vous ajouter de la stabilité, puis peut-être, dépendamment de c'est quoi votre bench en ce moment, mais tu sais, peut-être un petit 10 livres. D'autres choses à dire? Non. Hey, je pense qu'on a fait le tour déjà. On a fait le tour déjà. Donc, on va juste résumer rapidement, là. Au début, on avait parlé de la largeur des mains. La largeur maximale, c'est 81 cm. Plus large ne veut pas nécessairement dire plus fort. Optimisez selon votre longueur de segment, puis selon vos forces et faiblesses musculaires. Plus vous êtes éloigné, plus votre chest va travailler, plus vous êtes proche, plus vos triceps vont travailler. Après ça, on a parlé de serrer la barre, puis d'être overall solide de la tête aux pieds, pousser la tête dans le banc, serrer la barre le plus solide que vous pouvez, contracter vos fesses. Si vous avez des crampes, ben c'est pas confortable, mais c'est normal de pas être confortable au bench.
Après ça, on avait parlé de probablement mon point le plus important que je trouve, qui est la rétraction et l'abaissement des scapulas. Ça permet de positionner l'épaule dans une position plus sécuritaire, de développer d'être une meilleure position pour développer de la force, et ça permet aussi d'engager les grands dorsaux qui sont quand même super importants pour la stabilité au niveau du bench. On a parlé de l'arche au bench. C'est pas dangereux parce que premièrement, c'est généralement votre haut du dos qui est courbé. Donc c'est pas votre portion lombaire, c'est vraiment votre portion thoracique qui est courbée. Puis ça, encore une fois, ça l'aide avec la rétraction et l'abaissement des scapulas, en plus de diminuer l'amplitude de mouvement. On a parlé brièvement de la ceinture abdominale, plus ou moins utile au bench, là, surtout au squat et au deadlift. On a parlé de la trajectoire de la barre. Donc, ça, dans la plupart des personnes, ça va être une trajectoire diagonale. Mais c'est pas rien d'excessif. Là. Pas rien d'excessif, mais tu sais, ce qu'on veut, c'est que quand on part le bench, si on se regarde de côté, le coude, l'épaule, le coude, le poignet sont alignés, puis on va essayer d'aller toucher le point le plus haut sur la poitrine. Ce qui va généralement faire une trajectoire diagonale. Il y a deux types de poses qu'on a parlé. Donc, il y a la pose qui est un peu sinkée. Donc, on rentre la barre dans le chest, on immobilise la barre, puis après ça, on side en se donnant comme un petit rebond. Ou il y a la pose stricte qu'on peut appeler, qui est vraiment, tu immobilises la barre sans vraiment la rentrer dans ta poitrine. Donc, aussitôt que tu touches à ton chandail, tu immobilises, puis après ça, tu presses directement vers le haut. On a parlé finalement du leg drive. Donc, l'exemple à Hello était quand même bon là, avec la chaise d'ordinateur. Si vous êtes assis sur une chaise d'ordinateur, c'est comme si vous voulez reculer avec votre chaise. Donc, vous contractez votre quadriceps pour reculer justement avec la chaise. Donc, d'autres choses... Ouais, la force concentrique qui était plus qui était pas tout à fait exactement le contraire de la force excentrique. Il y a une petite différence dans le sens que ça va ressembler un petit peu plus à un J inversé. Donc, on va se dépêcher à aller replacer la barre directement au-dessus de l'épaule. Mais c'est ça. C'est ça. Dans 2 semaines, on va parler des sticking points. Donc, c'est où que la barre, généralement, la plupart des personnes ratent leur levée. Fait que souvent, ça va être au chest. Des fois, ça va être juste avant de terminer le mouvement. Donc, on va vraiment aborder les points les plus importants. Comme qu'on a fait au squat, dans le fond, là, les points qu'on voit qui reviennent les plus souvent. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire. Partagez le podcast dans votre story, aimez le vidéo si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne Instagram. Sinon, nous, on continue à mettre des publications sur Facebook, Instagram à tous les jours. Un vidéo aux 2 semaines à cette heure un vidéo plus court sur YouTube à cette heure aux 2 semaines, puis un podcast aux 2 semaines. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et merci et à dans 2 semaines. Dimor Performance.